Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse aujourd'hui dans un magnifique jardin avec Hélène et Frédéric, bonjour. Bonjour Lilou. Bonjour. Je suis ravie de faire cette interview, je sais que vous êtes un des intervenants aujourd'hui, un des conférenciers au Forum de Toulouse, mais j'avais envie de vous interviewer sur un autre sujet parce qu'en tant que parent, il y a plein de parents dans le monde entier qui ressentent cette connexion spéciale forcément avec leur enfant. Et vous avez développé quelque chose qui s'appelle la communication connectée, enfin vous le pratiquez avec votre enfant et cette communication avec l'enfant, avec l'âme même de l'enfant. Beaucoup de parents le ressentent, mais vous avez poussé l'expérience un petit peu plus loin. Est-ce que vous seriez prêt à partager? Vous avez écrit d'ailleurs un livre qui s'intitule... Ça s'appelle J'ai tant de choses à dire, c'est édité au Souffle d'Or. Et voilà, ça raconte un peu notre expérience, comment on a découvert ça. Et puis surtout, ça donne des idées de communication connectée. Donc qu'est-ce qui se passe réellement quand on écoute un bébé qui n'a pas encore la parole, et ça apprend aux parents, ça permet aux parents d'apprendre s'ils ont envie de découvrir la méthode en autodidacte. Ça leur permet d'apprendre et de pouvoir s'en servir à leur tour dans leur foyer au quotidien avec leurs petits choux, quoi. Mais comment vous avez découvert ça? Parce que je sais que vous êtes coach, vous êtes plus dans la kinésiologie, etc. Mais comment vous avez, comment vous avez ressenti ça en fait? En plus en tant que papa, c'est intéressant. Au départ, on n'avait pas vraiment de plan, mais on était très convaincus quand notre bébé est arrivé qu'il y avait au-delà du bébé, des 3 kilos, qu'il y avait déjà une sagesse, une part profonde, une âme, si voilà, chacun met ses mots dessus. Et donc on avait envie de rentrer en contact avec ça, et on est plutôt joueur à la base, et donc on a expérimenté, en fait on n'a pas inventé grand-chose, mais on a mis plein d'outils qu'on connaissait de part et d'autre, qu'on a réunis jusqu'au moment où quelque chose d'assez étonnant est arrivé, où on a senti que vraiment on rentrait en dialogue et qu'on arrivait à écouter ce que ce bébé qui n'a pas encore la parole, donc on lui prête la parole, arrive à dire. Alors au début on ne prenait pas ça encore trop au sérieux, parce qu'on se disait c'est peut-être nous qui projetons des choses. Voilà. Et puis quelque chose est arrivé, et entre-temps il y a beaucoup d'autres parents qui pratiquent cette technique et qui le confirment, c'est très 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 souvent quand le bébé pleurait, dès qu'on arrivait à l'écouter, dès qu'il pouvait dire ce qu'il avait à dire, poum, les pleurs s'arrêtaient. Alors les premières fois, on se disait, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être pas le hasard, on ne sait pas trop. Et puis le nombre d'histoires comme ça s'étant accumulé, à un moment donné, je me souviens très bien, à un moment donné, on était dans la cuisine et on se dit, là, il n'y a plus de doute pour nous, quoi. C'est évident qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a le bébé qui parle. Et ce, quel que soit l'âge. Tout à fait. C'est-à-dire dès la naissance, on parle de cette communication dès la naissance. Dès la naissance, et puis s'il y a des gens qui sont ouverts à ça et qui ont envie d'explorer, de jouer, comme dit Frédéric, avant, ils peuvent le faire même pendant la grossesse. Il n'y a pas vraiment de limite. Ça part de quel constat en fait par rapport à ce petit être qui vient qui est même dans le ventre de la maman, ou après plus tard, ça part de quel constat par rapport à cet être, qu'il est déjà complètement évolué, qu'il y a déjà une connaissance, qu'il y a déjà quelque chose? On s'est nous aussi beaucoup posé la question et la conclusion à laquelle nous on est arrivés, mais chacun mettra la sienne, c'est que c'est à la fois un être qui est rempli de sagesse, qui comprend tout ce qu'on lui dit, donc on ne doit pas parler avec un langage de bébé, on ne doit pas simplifier nos mots, on parle vraiment avec un langage d'adulte. Et en même temps, c'est comme si cet être revivait ou vivait les choses pour la première fois. Et donc, le premier week-end qui va passer chez les grands-parents sans nous est un événement pour ce bébé. Et donc on peut avoir des très belles conversations pour voir avec lui, tiens, est-ce que tu comprends ce qui va se passer? Est-ce que tu es prêt? Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as des questions? Ou la première fois qu'il va à la crèche. Donc à la fois il ne faut pas lui expliquer le mot crèche. Il va savoir ce que c'est, quelque part. Et en même temps, c'est la première fois qu'il y va et ça a une vraie importance dans sa vie de bébé. Donc on pose des questions, il y a un pendule, il y a cette baguette magique, il y a quelque chose qui permet de savoir là où il en est. Comment on obtient ces oui et ces non? Parce qu'on ne va pas obtenir des mots, on ne va pas obtenir... Donc toutes les questions, là Frédéric dit, on va lui demander s'il a besoin d'avoir un complément d'information pour l'entrée à la crèche par exemple, si tout est clair pour lui, etc. Mais on ne va pas lui poser la question comme ça, ouverte, parce que comment va répondre un bébé qui a quelques jours, quelques mois, c'est pas possible. On va simplement enchaîner toute une série de questions fermées avec des oui ou des non uniquement. Et donc le but du jeu,
C'est vraiment ça, c'est un jeu, c'est de pouvoir avoir un code qui va donner un oui et un code qui va exprimer le non. Et en fait, quand on est petit, on joue au jeu du ni oui ni non. Ici, c'est un peu l'inverse. C'est que oui ou que non. Et l'enfant va pouvoir répondre comme ça. Et l'outil, donc nous, ce qu'on propose dans le livre ou dans les formations, c'est à travers le test musculaire qu'on utilise en kinésiologie, qu'on peut apprendre très facilement et on le fait sur soi-même, pas sur l'enfant, ou bien à travers des baguettes de sourcier, que voilà, si des gens habitent à la campagne, peuvent avoir déjà vu quand un géobiologue vient pour identifier une source ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas des choses que nous on a inventées, ce sont des choses qu'on a trouvées à droite à gauche et rassemblées, mais ça pourrait être avec un autre outil. Du moment qu'on a un oui et un non, c'est ça qui suffit. Et en fait, quoi. on se rend de plus en plus compte en rencontrant des gens qu'il y a plein de techniques pour obtenir ce oui ou ce non. Donc on propose des paroles au bébé, puis le bébé va nous dire si ce qu'on propose est juste ou pas. Donc imaginons qu'il pleure, on va lui dire tiens, est-ce qu'il y a une émotion qui se trouve derrière? Oui. Est-ce que c'est de la colère? Non. C'est de la tristesse? Non. C'est de la solitude? Oui. Ah, ouais. Et la façon de recevoir le oui et le non, en fait, il y en a plein. Donc nous, on en propose 2 dans le livre. Il y a des gens qui touchent le pouls, et à travers le pouls, ils sentent le oui ou le non. Il y a des gens qui utilisent le pendule. Donc en fait, la technique même n'est pas si importante. C'est plutôt quel est l'état d'esprit dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un état d'esprit de bienveillance? Est-ce qu'on est prêt à vraiment écouter tout ce que le bébé veut nous dire et à recevoir ces confirmations, ces oui ou ces non qui nous donnent. Ça, comment rester neutre, parce que le parent a envie quelque part des fois il est prêt à donner les réponses pour l'enfant, donc comment rester complètement neutre? Comment on sait qu'on est neutre? Est-ce qu'il y a pas un petit piège là-dedans pour le parent? Mais déjà, pour commencer, il y a un choix à faire. Est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter mon enfant ou pas? Est-ce que je suis prête à entendre des choses qui vont peut-être me déranger, qui vont peut-être faire écho à des difficultés que moi j'ai eues dans mon enfance ou pas? Donc il y a à savoir si on a vraiment envie. Est-ce que de cœur à cœur, on est là, je suis prête ou pas? Alors après, il y a toutes sortes de choses, on en parle d'ailleurs dans le bouquin, pour se centrer, pour être vraiment à l'écoute. Si je suis en train de réfléchir aux courses que je vais faire au supermarché ce soir ou au coup de fil que je dois recevoir, c'est même pas la peine d'aller à ce moment-là. Soit on reporte alors la conversation, soit on fait le vide, on se dit voilà, je mets ça de côté et j'écoute juste mon enfant et puis voilà. Ça, c'est sur les trucs un peu plus logistiques. Après, sur les questions qui sont plus sensibles, plus touchy, qui peuvent un peu... Voilà. À la fois, on n'a jamais la certitude de est-ce qu'on est vraiment centré. Et d'ailleurs, il y a peu de gens, il n'y a pas beaucoup de Bouddhas qui se baladent dans la ville. Donc voilà, on ne l'est peut-être jamais complètement. Et c'est sain, quelque part, de se dire je ne suis pas 100% certaine ou certain que c'est mon bébé que j'écoute. Oui, j'ai mis toute mon intention, je me suis centrée le plus possible. Peut-être pour clarifier, donc on écoute le bébé, mais si, comme tu disais, on veut vraiment entendre quelque chose comme parent, cette voix-là peut être plus forte que celle du bébé. Donc si je veux vraiment que le bébé me dise que tout va bien, parce que ça me ferait trop mal d'entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est cette réponse-là que je vais recevoir. C'est celle que moi j'ai envie d'entendre plutôt que celle du bébé. Et donc on consacre toute une partie dans le livre à cette vigilance qu'on doit avoir, d'être conscient le plus possible des attentes qu'on a envie, des réponses qu'on voudrait recevoir du bébé, pour pouvoir se dire ah oui tiens, j'aimerais vraiment entendre ça, ok maintenant je le sais, j'en ai pris conscience, je le mets de côté, maintenant bébé je suis à nouveau pleinement à ton écoute. C'est une communication connectée quand même, donc on part d'une intention avant de démarrer, comment ça se passe? On part avec une intention. À la fois oui, c'est-à-dire j'ai envie de t'écouter, j'ai envie de te rencontrer, de t'offrir un espace bébé où tu peux te livrer, poser tes questions, me dire comment tu te sens, enfin voilà, tout ce qui occupe ta vie pour le moment. Et en même temps, avec cette ouverture que je n'ai aucune idée dans quelle direction ça va aller. C'est vraiment un jeu de pistes. On explore cette branche, c'est ça que tu confirmes à chaque fois, je continue. Puis si c'est pas ça, on va aller dans une autre direction. Donc oui, il y a une intention et en même temps c'est... Peut-être raconter un exemple. Une des choses dont on s'est rendu compte, c'est que très souvent, on plaque des choses sur le bébé par défaut, puisque sans ça, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc quand un bébé pleure, on a toujours besoin d'avoir une interprétation. Ah, il pleure, c'est parce que le bébé est fatigué, ou cet après-midi s'est passé ça, ou parce que sa maman lui manque, ou parce que... Et avec la communication connectée, on s'est rendu compte à quel point on était presque systématiquement à côté de la plaque, parce que la richesse de ce qui se vit dans un bébé est telle que... C'est juste presque impossible de toucher juste par hasard, quoi. Et une des histoires qui pour nous avait été très, très marquante, c'était un soir, donc notre premier enfant avait quelques mois, peut-être 6-7 mois, et Hélène quittait
pour manger avec une amie. Et d'habitude, jamais aucun problème. Mais là, au moment où elle quitte la porte, il se met à pleurer, à hurler. Il était inconsolable dans mes bras. Et donc, voilà, j'étais persuadé, c'était sa maman qui me manquait. Il a vu partir, elle mangeait avec une amie le soir. Et donc, j'ai fait tous les salam alek, j'ai inventé des rituels. On lui faisait des bisous à la porte. Je lui ai expliqué où il allait. Inconsolable. Et donc, à un moment donné, comme je faisais dans ces cas-là, je me branche avec l'intention sur lui et je fais une communication connectée. Et donc je propose, est-ce que c'est ta maman qui te manque ? Non, rien à voir, c'était pas du tout ça. Il avait une question pour moi. Ah bon, ok. Alors on continue notre cheminement et c'était par rapport à une activité dans l'après-midi. Et il me demandait si j'avais aimé jouer avec lui dans l'après-midi. Et effectivement, ce jour-là, on avait inventé des nouveaux jeux. Il n'était plus un tout petit bébé fragile. Et donc pour la première fois, sur le lit, je le retournais. On faisait des jeux plus physiques, quoi, de papa à bébé. Et lui me disait qu'il avait adoré cette nouvelle étape. Et il voulait surtout savoir si moi, j'avais aimé ce que ça avait représenté pour moi. Et donc je lui explique que pour moi, c'était aussi un très beau moment. Et poum, les pleurs s'arrêtent, je le dépose au lit, ça s'est arrêté. Et c'était un exemple pour dire... J'aurais pu passer le reste de la soirée à dire « Oh, mais ta pauvre maman, elle te manque, je sais, c'est difficile pour moi, ton bébé. » Et lui, en fait, c'était pas du tout ça, son truc. Il y a vraiment ce côté, il nous oblige à être dans cet amour, à communiquer, à être... Il y a quand même des belles leçons, là, au niveau de l'âme et de cette connexion aux parents. Je suppose que vous avez shifté dans le coup quelques façons de l'élever et de faire, parce que finalement, ils ont envie de cette interaction et ce feedback. C'est drôle, ils apprennent, comme vous dites. Je prends un autre exemple qui pour nous a été nouveau et pareil pour d'autres parents qui pratiquent ça entre-temps, c'est qu'on était persuadés que les pleurs étaient toujours liés à une émotion difficile. Une colère, une frustration, une tristesse. Et on s'est rendu compte que très très souvent derrière les pleurs se cachaient des très belles émotions, mais qui si elles n'arrivaient pas à sortir autrement, à un moment donné, se traduisaient par les pleurs. Et donc plein de fois le bébé exprime une gratitude sans borne vis-à-vis de choses qui lui arrivent, exprime... Ou des sentiments vraiment très beaux, très forts. Mais il n'a pas d'autres moyens pour les dire à ce moment-là, il n'a pas encore les mots pour le dire. Et donc le seul canal qu'il trouve, c'est par les pleurs. Par exemple, il y avait un email qu'on a reçu... C'est puissant, hein, ça peut sortir en pleurs. Ouais, et il y avait des parents qui nous avaient... Un des premiers emails qu'on a reçus de parents qui pratiquaient ça sur base du livre qu'ils avaient lu, étaient partis en vacances et... Pendant les 2-3 premiers jours, leur enfant qui était un peu plus âgé, qui avait déjà la parole dans ce cas-là, il pétait des câbles tout le temps, il jetait tout, il criait, il hurlait, c'était des vacances de merde, comme ça peut parfois arriver avec un bébé, quoi. Et donc, ils font une communication avec lui, et le bébé avait juste envie de dire à quel point c'était extraordinaire pour lui d'être en vacances avec ses 2 parents, dans un autre environnement, de les avoir pour lui. Et poum, ça a changé, et le reste des vacances, et donc ils ont dit... Merci qu'on ait pu écouter le bébé et ça nous a sauvé nos vacances, quoi. Et donc voilà, c'est un bébé qui avait quelque chose de tellement beau à dire sur les vacances et bizarrement ça sortait par des crises, par jeter des cailloux, se jeter par terre, pleurer. Et on sait que ça marche et on sait qu'il y a une communication parce que le bébé s'arrête de pleurer. Mais très souvent, il y a un retour, soit son corps se détend, soit il s'arrête de pleurer. En même temps, on ne l'utilise pas que dans ces moments-là. Au quotidien, on ne parle pas avec nos partenaires ou nos plus grands enfants que quand ça va mal. Heureusement, on parle aussi quand ça va bien. Donc on peut aussi lui demander en fin de journée pour faire le bilan, etc. On aura là peut-être un signal, un retour dans son comportement moins tangible quelque part. Mais c'est clair que dans beaucoup de situations, il y a eu un apaisement, un endormissement tout d'un coup tout à fait facile qui se produit, etc. Il ne faut pas spécialement chercher le résultat, mais on a observé, force est de constater, on a observé après plusieurs fois que oui, effectivement, une fois que le bébé a pu dire ce qui l'occupait, que ce soit quelque chose de confortable ou d'inconfortable pour lui, du coup, il n'a plus besoin de redonner son message et donc ça s'arrête et il peut passer à autre chose. Ouais, on a observé ça beaucoup dans les comportements. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter ? Parce que je suppose qu'il y a tellement d'histoires et tellement de merveilleux moments et tellement de petits indices, mais pour les parents qui regardent, pour vraiment comprendre ça, parce qu'on cherche à le comprendre, mais c'est bien, vous avez pris le temps d'explorer, donc c'est un petit raccourci. Une des façons de le comprendre, c'est comme le bébé n'a pas la parole, on lui prête la parole et donc c'est lui qui nous dit si on est juste ou pas. Et une des analogies qu'on utilise parfois pour l'expliquer, c'est de dire... c'est un peu comme si on avait rendez-vous un soir avec une amie et on arrive chez elle et on se rend compte qu'elle a une extinction de voix complète, elle ne peut pas parler. Et au début on se dit la soirée est foutue, on va rentrer chez nous. Et puis tout d'un coup on se rend compte que non, si elle peut juste faire oui ou non, en fait il y a des choses qui sont possibles. Alors, on va lui demander, tiens, est-ce que tu as envie que je te fasse un thé ? Elle va dire non. Un café, oui. Tiens, tu veux qu'on
qu'on parle de quelque chose, oui, de ton boulot, non, de tes amours, oui. Et tout d'un coup, on va se rendre compte, voilà, c'est un petit peu plus indirect, c'est un jeu, et donc c'est la même façon que ça se passe. Et les parents sont souvent, au départ, se disent, oui, mais alors, ce non, comment je vais le recevoir à travers le test musculaire ou les baguettes, etc. Et on se rend compte que ça, c'est relativement simple. Ça, on l'acquiert en fait assez vite. Après, c'est vraiment être simplement dans cette envie et dans cette écoute vis-à-vis des bébés. Ouais, un petit apprentissage, ça se passe assez naturellement. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aurais envie de rajouter. C'est souvent les parents se disent mais comment je vais avoir ce code avec le test musculaire ou les baguettes ou quoi que ce soit. En fait, ça vient très très vite. Il faut pas de don particulier. C'est vraiment c'est quelque chose qui vient assez rapidement. Après, la partie qui est beaucoup plus riche, c'est comment écouter, comment être centré, comment être le plus neutre possible et comment naviguer dans ce jeu de devinettes pour lui offrir cette parole que lui, il a envie de nous transmettre. Et voilà, il y a le côté jeu, joueur, jouette, c'est plaisant. Alors parfois c'est au milieu des pleurs d'un bébé, mais il y a quand même ce côté, voilà, je sais pas du tout quel est son univers, et je vais juste partir à la découverte. Et pour les parents, c'est un très beau cadeau aussi, pour le bébé certainement, mais en tant que parent, c'est bon, c'est goûteux, quoi. C'est agréable d'aller voir son enfant sous cet angle-là. Puis comme toute technique, je suppose qu'à un moment, on l'intègre et on n'a plus besoin de l'outil en lui-même. C'est ça qui est chouette, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, et quelles que soient les techniques dont on parle. Là. À un moment, c'est comme si on les avait dans nos cellules. Hein. Ouais, on l'intègre et on le vit au quotidien naturellement, quoi. Et du coup, l'image du bébé change aussi. Nous, on était très convaincus, c'est ça qui a fait qu'on a joué au départ, qu'il y avait déjà quelque chose. Mais maintenant, il n'y a pas de doute, on est tout le temps dans ces deux niveaux de lecture. Il y a le petit bébé qui a quelques semaines, quelques mois, là on a un deuxième bébé, on est à fond dedans, qui a besoin de toute notre attention, qui sans nous n'est pas grand-chose, parce qu'il a... Et en même temps, il y a cet autre plan, qui a déjà toute une sagesse, et qui parfois a des messages pour nous adultes, qui nous secouent, qui nous réveillent, parce qu'il voit clair en nous, des choses où nous-mêmes nous ne voyons pas clair. Et donc c'est chouette d'avoir ces deux niveaux de lecture et de pouvoir tenir ces deux niveaux. Il y a le tout petit bébé de quelques semaines qui a besoin de câlins, de bisous, de tendresse, qu'il faut, voilà, si on ne lui donne pas à manger, il va hurler. Il ne peut pas se préparer à manger lui-même, il ne va pas seul au frigo. Et en même temps, il y a cet autre niveau. Une part qui sait de quoi elle a besoin aussi et qui peut nous dire parfois j'ai les ressources, je peux être autonome, je peux faire cette étape-là. C'est bon, ne me couvez pas plus que ça, ne me protégez pas plus que ça. J'ai envie de faire cette expérience, laissez-moi apprendre. Et c'est chouette aussi d'avoir, voilà, on reste les parents, on reste ses guides, on l'accompagne dans la vie, évidemment, on a toute notre place là. Mais en même temps, de créer ça ensemble. Et voilà. Voilà. La co-création avec le bébé. Et quand ils ont quel âge maintenant? Donc il y en a un de quelques semaines. Un qui a, donc le premier a bientôt 4 ans et la deuxième a 6 mois, tout juste 6 mois. D'accord. Et donc ensuite, là maintenant, ça y est, elle parle. Ou il parle, comment ça se passe? Alors l'aîné parle. Il a évidemment, le but c'est pas d'avoir la communication connectée éternellement. À un moment donné, la parole réelle prend le relais. Et comment ça se passe justement ce passage à la parole? Voilà. Alors on a senti tout doucement que naturellement on avait de moins en moins besoin de le faire puisque lui-même trouvait ses mots, son vocabulaire. Aussi dans la technique, ce qu'on préconise très fortement, c'est de le faire à chaque fois à voix haute quand le bébé est tout petit pour qu'il puisse se sensibiliser à ce vocabulaire, qu'il puisse l'intégrer. Et donc on a pu observer que assez rapidement il a pu mettre des mots précis sur ses émotions, je me sens triste ou agacée, donc lui-même a pu mettre ses mots dessus. Et donc, naturellement, on en a fait de moins en moins. Et puis, par moment, ça reste... Il y en a une qui nous a... Oui, juste avant de raconter. Ouais. Donc, on fait beaucoup moins de communication connectée avec lui. Mais de temps en temps, quand on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que lui-même n'arrive pas encore à trouver les mots et que nous, on passe toujours d'abord par la parole, on essaye de lui demander, tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi, comment est-ce qu'on peut t'aider? Et si on sent que vraiment on n'y arrive pas et que lui est vraiment mal, alors on fait encore des communications connectées. Et donc ça nous arrive de temps en temps. Et là aussi, en dernier recours, on voit des moments comme ça où tout d'un coup, boum, le truc se dénoue. Tu voulais raconter ça n'a pas vocation à continuer pendant des années, mais dans ces rares cas-là, ça peut être... Voilà, et alors l'histoire qui me... C'est un outil en tout cas que l'enfant et plus tard aura intégré. Hein. Voilà, et dont il pourra servir lui-même s'il le souhaite. Ouais, tout à fait. On a des parents qui font ça avec des enfants plus âgés, où les enfants plus âgés prennent pour rigoler
les baguettes ou font semblant de faire le test musculaire et s'inventent des histoires et en fait verbalisent à travers ça. Je suis fâché, oui, alors je fais ceci, oui, et en fait transmettent à leurs parents le message. Donc ils intègrent cette façon. La manière de fonctionner, et c'est une porte d'entrée pour eux pour être dans un cadre avec les parents pour pouvoir parler de ces choses-là plus intimes. Est-ce qu'on raconte l'anecdote quand même de Raphaël ? Vas-y. Il y a une anecdote pour nous qui était donc Raphaël qui est l'aîné, qui était à l'âge où il parlait, et un soir, une crise, mais d'un genre qu'on ne lui connaissait pas. Il était pétrifié sur place, il hurlait, mais il n'arrivait même plus à bouger. Voilà, c'était très, très impressionnant pour nous de le voir comme ça, et donc on ouvre une communication, et on arrive à constituer la question qu'il veut poser, c'est pourquoi le bébé dans le ventre de maman ne ressemble pas à un bébé ? Alors, il faut savoir quand même, dans l'histoire, c'est qu'on avait un projet d'accueillir un nouvel enfant dans notre famille, mais que voilà, j'étais pas enceinte, voilà. Un retard de règles, et donc nous on savait pas trop comment le prendre. Est-ce qu'il voit vraiment, est-ce que on se fait cet espoir-là, et alors donc il était vraiment en pleine crise, etc. Et donc on lui dit, écoute, on ne sait pas très bien ce que tu vois, peut-être que tu vois un bébé, mais en tout cas, s'il y a un bébé, c'est que c'est vraiment des toutes petites cellules et donc ça ne ressemble pas à un bébé, ça n'a pas encore cette forme-là, il va grandir, ou peut-être que tu vois des énergies ou des couleurs, des lumières, on ne sait pas ce que tu vois. Et à cet instant précis, alors qu'il était mais vraiment très très agité, quelques secondes avant, il y a une petite table basse dans notre salon, il se met sur la table basse, il ouvre ses bras, il respire super fort, il vient nous faire un gros bisou à chacun, et puis il repart jouer. On l'avait jamais vu se mettre sur la table comme ça. Oui. Et puis, voilà. Vous l'aviez jamais vu, oui. Sous cette forme-là, faire ce truc-là. Et puis il repart jouer avec ses jeux comme si de rien n'était. Et nous, on se regarde genre, qu'est-ce qui se passe ? Et quelques jours après, le test, et j'étais effectivement enceinte. Donc oui, c'est vrai que même avec des plus grands, ça peut voilà, être des rencontres, des moments intéressants, riches, quoi. Magnifique. Merci de partager tous ces bons moments et ces moments intimes aussi avec nous. Et le titre de votre livre, une fois de plus ? J'ai tant de choses à dire. J'ai tant de choses à dire, aux éditions du Souffle d'Or. Merci beaucoup. Merci Frédéric et Hélène. On vous embrasse, Médicis, co-créateur de Toulouse. Il y a un petit rayon de soleil, ou du moins il n'y a plus de pluie. Un petit peu frais, mais ça va. Plein de gros bisous, on vous embrasse. Au revoir.